Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de la neutralité et de l'objectivité dans le journalisme. Mais est-ce que c'est seulement possible? Est-ce que moi-même, je peux, comme je le prétends, être factuellement neutre? Je répondrai à cette question en fin de vidéo, et la réponse n'est pas celle que vous croyez. Avant de parler de moi et de ma supposée neutralité, parlons du journalisme ou de l'influence dans son ensemble. Avant tout, il faut distinguer au moins deux formes de journalisme. Le journalisme de terrain, fait par les reporters, et le journalisme de plateau, fait par les éditorialistes. Dans le premier cas, c'est la source de l'information, et dans le deuxième cas, ce que je qualifierais de la narration autour de cette information. Le journalisme n'a jamais été bien vu historiquement, et ce, pour plusieurs raisons. Le journaliste de terrain est souvent le spectateur inactif de drames, n'essayant jamais d'aider en cas de besoin et préférant se contenter d'observer. C'est de là que vient le qualificatif de vautour qu'il leur est souvent attribué. L'éditorialiste, quant à lui, partage son opinion et ses analyses sur des informations actuelles et passées pour expliquer le futur, souvent sous un angle politique précis. Ce qui est marrant, c'est que sur un plateau de télé ou de radio, ils sont appelés éditorialistes, alors que sur internet, on parle plutôt d'influenceurs politiques. Pour répondre à ces critiques, la Fédération européenne des journalistes a établi la charte de déontologie de Munich, ou la Déclaration des devoirs et des droits des journalistes, le 24 novembre 1971 à Munich. Elle repose sur 10 devoirs qui sont les suivants. Respecter la vérité, quelles qu'en puissent être les conséquences pour lui-même et ce, en raison du droit que le public a de connaître. Défendre la liberté de l'information, du commentaire et de la critique. Publier seulement les informations dont l'origine est connue, ou les accompagner si c'est nécessaire des réserves qui s'imposent. Ne pas supprimer les informations essentielles et ne pas altérer les textes et les documents. Ne pas user de méthodes déloyales pour obtenir des informations, des photographies et des documents. S'obliger à respecter la vie privée des personnes. Rectifier toute information publiée qui se révèle inexacte. Garder le secret professionnel et ne pas divulguer la source des informations obtenues confidentiellement. S'interdire le plagiat, la calomnie, la diffamation, les accusations sans fondement, ainsi que de recevoir un quelconque avantage en raison de la publication ou de la suppression d'une information. Ne jamais confondre le métier de journaliste avec celui du publicitaire ou du propagandiste. N'accepter aucune consigne directe ou indirecte des annonceurs. Et enfin, refuser toute pression et n'accepter de directives rédactionnelles que des responsables de la rédaction. 10 devoirs, ça semble pas compliqué à appliquer. Pourtant, je suis sûr que vous avez sans doute gloussé sur au moins un de ces devoirs. Dans l'histoire du journalisme contemporain, on peut probablement trouver pour chacun de ces devoirs un contre-exemple montrant qu'ils ne sont pas toujours respectés. Après, il faut quand même relativiser. Il existe des journalistes qui respectent au mieux cette charte, et on peut comprendre que dans certains cas, ce n'est même pas la faute des journalistes qui ne la respectent pas. Comme tous salariés dans une entreprise, ils subissent des pressions de la part de leur direction et actionnaires, mais aussi des annonceurs et des pouvoirs politiques. Et c'est pour ça que la charte de Munich s'accompagne aussi de 5 droits qui sont les suivants. Les journalistes revendiquent le libre accès à toutes les sources d'information et le droit d'enquêter librement sur tous les faits qui conditionnent la vie publique. Le secret des affaires publiques ou privées ne peut en ce cas être opposé aux journalistes que par exception en vertu de motifs clairement exprimés. Le journaliste a le droit de refuser toute subordination qui serait contraire à la ligne générale de son entreprise, telle qu'elle est terminée par écrit dans son contrat d'engagement, de même que toute subordination qui ne serait clairement pas impliquée par cette ligne générale. Le journaliste ne peut être contraint à accomplir un acte professionnel ou à exprimer une opinion qui serait contraire à sa conviction ou sa conscience. L'équipe rédactionnelle doit être obligatoirement informée de toute décision importante de nature à affecter la vie de l'entreprise. Elle doit être au moins consultée, avant décision définitive, sur toute mesure intéressant la composition de la rédaction, embauche, licenciement, mutation et promotion de journalistes. En considération de sa fonction et de ses responsabilités, le journaliste a droit non seulement au bénéfice des conventions collectives, mais aussi à un contrat personnel assurant sa sécurité matérielle et morale, ainsi qu'une rémunération correspondant au rôle social qui est le sien, est suffisante pour garantir son indépendance économique. Ces ensembles de devoirs et de droits sont un idéal à suivre plus qu'un ensemble de lois. Étant donné le marché actuel de l'information, cet idéal est très compliqué à mettre en place. Les journalistes travaillent dans un marché toujours plus concurrentiel. Avec l'avènement d'Internet, il y a de plus en plus de gens qui peuvent réaliser un travail journalistique, que ce soit sous forme de reportage sur place grâce au smartphone ou d'édito avec les React sur les différentes plateformes de vidéo ou de streaming. Le problème pour tout marché, c'est la rentabilité. Les journalistes traditionnels ont 2 moyens principaux d'autofinancer leur travail. Les abonnements pour les médias qui peuvent en proposer
et la publicité. Dans le cas des abonnements, ils doivent avoir une ligne éditoriale correspondant à ce que veut leur public. Leur neutralité est donc complètement corrélée aux attentes de leur lecteur. Si ce dernier veut un journal militant, c'est ce qu'il aura. S'il veut un journal non partisan, c'est pareil. Quand les publicitaires rentrent en jeu, la situation se complique. Toute forme de neutralité sera alors impossible vis-à-vis des entreprises payant la publicité. Si ces deux moyens ne suffisent pas à financer un média, les journalistes ont alors recours à des investisseurs. Ces investisseurs savent que si les journalistes ont besoin d'eux, c'est parce qu'ils n'ont pas assez d'audience pour être rentables, à moins d'une baisse notable de la qualité et ou du personnel, c'est-à-dire une baisse des coûts. L'intérêt de l'investisseur n'est pas financier, mais d'influence. Il cherche à éviter que le média ne fasse paraître certaines informations compromettantes sur ses autres activités, et on peut voir ce comportement avec la boutade qu'aurait dit Xavier Niel à une journaliste en off. Quand les journalistes m'emmerdent, je prends une participation dans leur canard et ensuite ils me foutent la paix. Le manque de rentabilité est le fléau principal qui touche le journalisme à l'heure où je vous parle. C'est ce qui fait que l'ensemble des médias est détenu par une poignée d'acteurs qui ont été cartographiés par Acrimed et le monde diplomatique. Parmi ces acteurs, on retrouve Xavier Niel et d'autres milliardaires français comme Vincent Bolloré, Patrick Drahi, la famille Dassault ou encore la famille Bouygues. Mais est-ce que cela empêche toute forme de neutralité ou d'objectivité? Et surtout, au final, qu'est-ce que c'est l'objectivité ou la neutralité dans le cadre du journalisme? Selon Arnaud Mercier, professeur à l'Institut français de presse de l'université Paris 2 Panthéon-Assas, l'idée d'un regard neutre sur le monde pour en restituer sa vérité factuelle est couplée à la notion d'objectivité. La notion se définit, selon le Trésor de la langue française, comme la qualité de ce qui donne une représentation fidèle de la chose observée, ou encore comme le fait d'être dépourvu de partialité. C'est-à-dire de ne montrer qu'une partie de la réalité, celle qui arrange la cause que l'on sert, ou qui dessert les intérêts de ceux que l'on vit comme une partie adverse. Neutralité et objectivité sont alors pensées comme les deux faces d'une même médaille décernées aux journalistes professionnels qui arrivent à faire abstraction de leur sensibilité, de leurs émotions, de leurs intimes convictions pour délivrer un récit neutre des faits. La neutralité, c'est donc les faits et uniquement les faits, sans aucun enrobage. Mais alors, pourquoi l'AFP, qui fait l'essentiel des dépêches en France, qui ne sont que de courts articles avec uniquement des faits vérifiés, n'est pas le média le plus lu par les Français? Les dépêches manquent de narration, d'analyse et d'interprétation. Si je vous dis par exemple qu'il y a des échauffourées entre les manifestants et les CRS, un samedi pendant la crise des Gilets jaunes, vous souhaiterez en savoir plus. Qui a porté le premier coup? Est-ce qu'il y a eu des blessés? Que peut-on déduire sur le droit à manifester, sur la militarisation de la police, etc. Restez sur votre faim. Les faits ne suffisent donc pas à satisfaire le désir d'information. On cherche tous plus que simplement à voir les faits. Et on s'attache aux avis de nos éditorialistes ou commentateurs politiques préférés. C'est toujours plus intéressant d'apprendre quoi que ce soit à l'aide d'une petite histoire. Ces histoires s'inscrivent souvent dans un agenda, caché ou non, qui captive l'écoute par sa prétendue neutralité ou son parti pris. C'est une constante de l'esprit humain. Une bonne histoire sera toujours plus efficace qu'une simple liste de faits. Et moi dans tout ça, qu'est-ce que je souhaite vous proposer? Et finalement, est-ce que je peux être factuellement neutre? Est-ce qu'on peut être neutre par rapport au vaccin? Est-ce qu'on peut être neutre par rapport au fait que la Terre est plate ou ronde? Est-ce qu'on peut être neutre par rapport au fait que l'homéopathie fonctionne? On n'a jamais été neutre sur aucune de ces questions. Jamais, et il faut vraiment faire le deuil de cette espèce de fantasme de la neutralité. La neutralité, ça n'existe pas, la neutralité, ça n'est pas possible. Et si une personne prétend être neutre, méfiez-vous-en, mais à 200%, quoi. C'est les pires, les personnes qui prétendent être neutres. Je pense que la plupart pensent l'être sincèrement, et du coup, elles ne vont pas du tout questionner leur biais. Je pense que la réponse est claire. Cependant, je peux m'engager à éviter d'être partisan sur les sujets que je tiens à aborder, parce qu'au final, ce qui m'intéresse, c'est de propager une culture d'apprentissage à traiter l'information, et à mieux comprendre l'actualité passée, présente et future. Mais la vraie raison pour laquelle je ne peux pas être factuellement neutre, c'est que le mot factuellement n'existe même pas dans le dictionnaire. C'était PH, merci de m'avoir écouté. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à la partager. Moi je vous dis à la prochaine. Ciao.